Bienvenue dans ce GCN Show et aujourd'hui je serai tout seul puisque notre Captain Max est sur l'Atlas Mountain Race, une course ultra distance, on pense fort à lui. De notre côté, on a pas mal de choses à éclaircir, notamment la fin des freins à patins, mais aussi les problèmes de sécurité, notamment l'étoile de Bessèges et les premières courses et quelques sorties matérielles. Et puisque je suis tout seul, je vous invite à pas mal réagir dans les commentaires, on fera une discussion un petit peu chacun de son côté au cours de la semaine. Vous l'avez peut-être vu passer, mais c'est pas sûr parce que finalement c'était assez discret, la sortie du nouveau Bianchi Aquila RC, un nom compliqué pour dire le vélo de contre-la-montre de la marque italienne. Il est magnifique, comme souvent chez nos collègues transalpins, mais surtout, il est à disque. Aïe aïe aïe, je vous entends déjà derrière vos écrans râler contre le disque et être des fervents défenseurs du frein à patins. Mais plus rien ne fera revenir les patins au haut niveau. Honnêtement, pour la compétition, il n'y a pas débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous ne faites pas de compétition à haut niveau. Le disque est bien meilleur. Mais est-ce qu'il faut pour autant que chacun d'entre nous passions du patin, si on est encore un patin, au disque? Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Évidemment, si vous êtes VTTiste, graveleur, cyclocrossman ou pistard, il y a peu de chances que vous soyez sur des freins à patins. Mais garder ses patins, c'est pas seulement se priver du freinage et aussi du bruit que ça fait sous la pluie, c'est aussi vous priver des nouvelles technologies. Que vous soyez ou non un défenseur des gros pneus et des jantes hautes, il n'y a pas à dire, les marques développent uniquement ces technologies-là avec du disque. Et donc rester sur nos freins à patins, c'est se priver des dernières évolutions technologiques, que ce soit en matière d'aérodynamisme, pour ceux que ça intéresse comme moi, ou que ce soit en matière de confort par exemple, et de grip et de sécurité, du vélo taf au cyclotourisme et aussi à voyage à vélo par exemple, ou de l'ultra-endurance comme notre collègue Max en ce moment. Se priver du disque, c'est se priver de toutes les innovations et donc de rester un petit peu en arrière. C'est valable pour les transmissions, le nombre de vitesses, c'est valable, on l'a dit, pour la sécurité, etc. Et aussi pour l'entretien, puisque tout, y compris les outils, s'adapte maintenant plus au disque qu'au patin. Vous voyez, j'ai fait un petit lapsus. Si vous êtes encore un patin, vous l'aurez sans doute remarqué. Alors vous pouvez crier au marketing, il y a évidemment une part de marketing, mais libérer la jante des contraintes du freinage, c'est quand même un pas en avant. Et d'ailleurs, si les autres disciplines, un petit peu moins conservatrices que la route, comme le VTT par exemple, sont vite passées au disque et ne sont jamais revenus en arrière, ce n'est pas pour rien. Alors on pourrait lancer un débat sur qu'est-ce que l'avenir du cyclisme, est-ce que ça nous plaît ou non? Je me suis tourné du côté du VTT puisque le tubeless, les transmissions à 12-13 pignons viennent de chez eux, le monoplateau également, le disque. Alors je sais, c'est énormément de sujets controversés sur lesquels vous n'êtes peut-être pas d'accord. En attendant, c'est ça qui s'impose à tous les échelons et sur l'ensemble des pratiques. Alors qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Eh bien on a vu du côté du vélo taf et du off-road et des vélos électriques, donc là d'où vient la technologie et là où les gens ont moins d'idées reçues qu'on peut l'avoir nous après des années de pratique par exemple, eh bien on voit beaucoup de travail sur la transmission. On a vu la vidéo sur la chaîne que je vous invite à aller voir si c'est pas encore fait. On se posait la question qu'est-ce qui se fait de mieux? Eh bien on a vu par exemple des transmissions 100% sans chaîne ni courroie, rien du tout. C'est un nouveau système assez intéressant où en fait le pédalage crée de l'énergie et ensuite c'est relié directement à un fil, un moteur qui se retrouve dans le moyeu. Alors c'est pas pour tout de suite sur la compétition ni même sur une pratique sportive puisqu'il y a trop de pertes mécaniques, mais en tout cas c'est plutôt intéressant et là encore ça permettrait peut-être de se libérer de certaines contraintes et de certaines formes de cadre et donc encore et toujours de propulser, d'avancer dans la technologie, que ce soit l'aéro, le confort, le poids, etc. Je vous laisse me dire vous ce que vous voyez pour l'avenir du vélo. On voit pas mal d'intégration également avec des compteurs directement intégrés au guidon. Alors pour l'instant, il y a eu des précommandes de certaines marques, ça fait un petit peu de bruit, mais on n'a pas vu en vrai rouler avec, ni même lors de salons, etc. Donc je suis assez sceptique sur le fait que ça se réalise réellement. Par contre, force est de constater que les affichages tête haute, les affichages intégrés aux lunettes, voire même peut-être projetés sur la route, pourquoi pas, pourraient tout à fait voir le jour dans le futur. Et il y a certaines choses qui seraient peut-être un peu trop science-fiction, à mon avis. Mais il y a d'autres choses comme un affichage justement sur la route, c'est en le disant que j'y pense, qui serait quand même assez intéressant, mais il faudrait pas que les collègues voient les datas quand même, sinon on pourrait voir qu'on est à fond pendant qu'on discute alors qu'on essaye de retenir son souffle pour pas le montrer. Ce serait quand même dommage d'être trahi par la technologie. Alors d'un côté un petit peu moins futuriste et peut-être un petit peu moins rigolo aussi, vous avez peut-être suivi l'étoile de Bessèges ce week-end. L'étoile de Bessèges, c'est une course historique en France et qui ouvre souvent la saison de certains des grands favoris. Par exemple, Mats Pedersen l'an passé avait ouvert un hiver plutôt fructueux sur les routes françaises, mais ça s'est un petit peu moins bien passé cette année puisqu'il y a eu des soucis notamment de sécurité. Lors de la deuxième étape, une voiture à contresens qui a fait demi-tour aussi vite qu'elle a pu, mais ça n'a pas suffi, a provoqué une chute massive et l'abandon d'un des favoris, Maxime Van Gils. Et le lendemain, après que les coureurs aient fait une grève et surtout réclamé plus de sécurité, après seulement 17 km de course, une voiture est arrivée de la droite, manquant de créer là encore une chute impressionnante aux conséquences peut-être dramatiques. Les coureurs se sont donc arrêtés, ont fait la grève et après plus d'une heure de négociations et surtout d'incompréhension entre d'un côté les organisateurs, la sécurité, les forces de l'ordre et surtout les coureurs, eh bien ces 8 équipes
rejoints par une 9e le lendemain qui ont abandonné. Alors c'est principalement des grosses formations des World Team et c'est un peu ça qui pose problème d'ailleurs. C'est Decathlon, H2R la mondiale, IF, EasyPost, Ineos, Lidl Trek, Red Bull Bora, Soudal Quickstep, UnoX, Unibet, Tietema Rockets et ensuite Kern Pharma le lendemain. Alors Kern Pharma, ils voulaient pas repartir parce qu'ils pensaient que ça allait repartir en convoi. Donc finalement, ils sont partis en retard et ils se sont retrouvés à chasser derrière la bulle course. Donc là, pour ce qui est de la sécurité, c'était un peu raté de râler pour la sécurité, se retrouver dans la circulation à chasser le peloton. Alors, la question c'est évidemment que la sécurité est la priorité absolue. Mais on sait que c'est la priorité des organisateurs. Sauf que les organisateurs ont bien déclaré, et on le sait, qu'ils ne gagnent pas d'argent en organisant cette course et qu'arrêter cette course, c'est ne pas donner aux sponsors ce qu'ils étaient venus chercher en termes de visibilité et donc menacer la survie de l'épreuve. Sauf que on se retrouve avec un peloton à 70 coureurs, c'est une course qui perd complètement de sa valeur et ça met en péril toute une organisation, toute une pyramide sur laquelle repose le cyclisme parce que les World Team type Ineos ne faisaient pas l'étoile de Bessèges il y a quelques années. Donc il y avait moins de problèmes de sécurité, ça roulait moins vite, il y avait moins de coureurs, il y avait moins d'enjeux, donc il y avait moins de problèmes tout simplement. Sauf que là Ineos, notamment après le Covid, c'était les premiers à venir un peu, je vais pas dire pleurnicher, mais on n'en est pas loin, pour pouvoir faire des courses, avoir accès à des courses de tous les niveaux, y compris les classes 1 qui normalement sont des courses entre guillemets pas à leur niveau de meilleure équipe du monde. Et là, maintenant qu'ils sont sur la course, que la course les a acceptés, ils se permettent d'avoir un comportement un petit peu cavalier pour le moins, en disant ça nous convient pas, c'est pas assez bien, on prend pas le départ, on se retire. On a même vu l'équipe du leader se retirer, je sais pas si vous vous rendez compte, un maillot jaune qui se retire, qui ne défend pas sa tunique à la pédale. C'est pas vu souvent dans l'histoire du cyclisme, mais c'est plutôt l'inverse. Normalement, on a vu par exemple Lorena Wiebes sur l'UAE Tour, qui est une pure sprinteuse, on y reviendra, qui s'est défendue bec et ongles, corps et âme, dans une arrivée au sommet qui ne lui correspond pas du tout pour aller faire la meilleure ascension possible. Elle a d'ailleurs battu son record personnel, ce qui montre qu'elle a bel et bien fait l'effort, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle allait perdre ce maillot. Ça, c'est un état d'esprit qui est plus proche de l'historique du vélo, qu'on retrouve aussi dans toutes les disciplines, même si vous n'êtes pas routier, c'est quelque chose qu'on peut concevoir. Se retirer parce que la sécurité est trop faible, c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, il faut bien sûr inciter les organisateurs à revoir certaines organisations. Peut-être qu'il ne faut pas accepter les World Team pour avoir une course, comme je le disais, peut-être plus intime, mais du coup plus facile à organiser et plus à son propre niveau. Si les équipes ne doivent pas surestimer leur propre niveau par rapport aux courses, peut-être que les organisateurs ne doivent pas non plus se surestimer par rapport à ce qu'ils sont capables d'offrir aux différentes formations. Peut-être qu'il faut revoir le nombre d'équipes à la baisse, peut-être qu'il faut voir des parcours plus urbains avec des circuits fermés qui sont donc plus faciles à sécuriser et sur lesquels on peut fermer la route. Peut-être aussi qu'il faut qu'on revoie chacun son propre comportement, notamment sa prise de risque à vélo et sur le respect des autres et des usagers de la route parce que il y a une des deux voitures qui a fait demi-tour aussi vite qu'elle a pu, mais une des autres voitures qui n'a pas respecté l'ordre de s'arrêter parce que c'est des bénévoles qui sont au Carrefour, qui sont là depuis 5h, 6h du matin sous la flotte, qui font ce qu'ils peuvent mais qui n'ont pas l'autorité pour vraiment arrêter les automobilistes. Finalement, c'est deux êtres humains égaux qui se parlent et s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, ça peut être dramatique. Donc c'est une réflexion globale que l'on doit tous avoir. J'en ai marre tous les lundis de me poser la question de la sécurité des coureurs et de la survie des organisateurs d'un autre côté. Dans tous les cas, je tire mon chapeau aux coureurs qui ont continué l'épreuve, qui permettent de faire vivre la pyramide du cyclisme et surtout je tire mon chapeau, comme régulièrement, aux bénévoles qui permettent aux organisations de tous les niveaux, des plus jeunes aux meilleurs, d'avoir lieu et donc de faire vivre notre passion qui est le cyclisme. Puisqu'on était sur les courses, on va passer du côté des résultats maintenant. Alors sur l'étoile de Bessèges, on a vu la victoire au classement général final de Kevin Vauquelin qui a également gagné donc le chrono et la dernière étape avec l'arrivée au Mont Bouquet. Du côté des féminines, on a eu la démonstration de l'équipe UAE et surtout la victoire de Longo Borghini à l'UAE Tour, donc leur tour national. Si vous voulez voir du suspense, c'est pas chez les masculins, je sais pas, chez les hommes qu'il faut aller voir, c'est vraiment chez les femmes, on se régale, on peut regarder des étapes de bout en bout. Sur la deuxième ou troisième étape, tout simplement, kilomètre zéro, bordure, elles sont parties à 5, elles ont fait 130 bornes à 5 devant le peloton, et ça décrit le classement général final. Je vous parlais de Lorena Wiebes, elle était dans la bordure, donc elle a gagné les 2 sprints massifs et cette étape en échappée. Longo Borghini, elle, va remporter le général et l'étape de Jebel Lafitte avec une performance pour les connaisseurs de 5 watts par kilo sur 33 minutes. C'est absolument monstrueux. Mais en plus de ça, elle était aussi dans la bordure la veille, donc elle montre vraiment une forme étincelante et c'est très prometteur pour les classiques d'être capable d'avoir ce profil bordure puis cette forme sur l'arrivée au sommet. Coup de chapeau à sa coéquipière Sylvia Persico qui a fait une montée de Jebel Lafitte splendide pour aller offrir le doublé au général et à l'étape à l'équipe UAE.
performance, donc masterclass de cette équipe. Du côté du Tour de Man chez les garçons, on a vu la victoire de Louis Verweyck. Pour la première fois, après 10 ans chez les pros, ce talentueux coureur belge remporte sa première victoire. J'étais surpris de voir, je pensais que c'est un coureur qui avait gagné régulièrement parce qu'il est vraiment doué et réputé. Et non, c'était sa première victoire, donc c'est plus que mérité, enfin j'ai envie de dire. Et à noter aussi la deuxième place d'une équipe belge avec Valentin Paré-Peintre pour la Soudal Quick-Step qui prend la seconde place. À voir ce que ça donne pour la suite de la saison pour le transfuge français. Et un autre résultat peut-être un petit peu moins important mais qui donne un peu le sourire, c'est le doublé et surtout les 2 victoires écrasantes d'Egan Bernal au championnat de Colombie. Alors ça m'a donné l'occasion de revoir un petit peu son parcours depuis sa chute dont on vous a parlé il n'y a pas longtemps. En 2022, en fait il revient année après année à son meilleur niveau et là, bon ok il a gagné le championnat de Colombie, ce qui n'est pas quand on prétend être l'un des meilleurs du monde. C'est presque une formalité, j'ai envie de dire, mais c'est surtout qu'il les a écrasés, qu'il a fait des performances magistrales, qu'il est très affûté, et j'espère vraiment que c'est le retour à pleine possession de ses moyens avant sa chute du Colombien, ce qui pourrait d'ailleurs rajouter un nouvel acteur dans les classements généraux, notamment des grands tours et des courses par étapes World Tour de la saison, et rajouter un petit peu de suspense et peut-être un joker et un arbitre sur les duels et les truelles, si on peut dire comme ça, annoncés pour la saison. Donc dans tous les cas, ça fait plaisir de voir Egan Bernal à son meilleur niveau, et d'ailleurs, c'est pas son frère en larmes après la ligne qui va nous contredire. Un petit tour sur la planète vélo, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est en plein hiver, les nouvelles sont pas toujours radieuses. Par exemple, le Tour de Bretagne féminin, le Bretagne Ladies Tour, doit renoncer pour cette saison, faute de budget, et ça c'est malheureux et inquiétant. On parlait tout à l'heure de la survie des courses qui tient à un fil. Une terre de vélo comme la Bretagne, qui est réputée pour savoir organiser des courses et pour la ferveur populaire autour de ces événements, doit renoncer à son tour national si vous êtes breton, mais en tout cas à son tour régional. Et c'est bien dommage parce que c'était une épreuve phare du calendrier français chez les femmes, et c'est un maillon de la pyramide qui va manquer cette année. On leur souhaite de revenir en 2026 comme c'est leur souhait. Si vous avez les moyens de participer à cette organisation, évidemment il faut le faire. J'en profite pour dire que Romain Leroux, un ancien cycliste professionnel, est impliqué dans l'organisation de l'Étoile de Bessèges. Il y a peu d'anciens cyclistes professionnels qui sont impliqués comme ça dans la vie locale de leur club et pour transmettre leur passion, donc c'est toujours bien de le souligner. Nouvelle mesure de l'UCI, c'est presque un leitmotiv chaque semaine de vous dire qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'instance internationale. Eh bien, elle met fin au coureur bibendum, comme l'ont titré nos collègues de Direct Vélo, c'est-à-dire elle reprécise qu'est-ce qu'on a le droit ou non de glisser sous son maillot. Vous savez peut-être que lorsque l'on glisse suffisamment de choses aux endroits adéquats, ça peut améliorer l'aérodynamisme, et donc ça donnait lieu à des oreillettes entourées de papier bulle ou de serviettes pour gonfler la poitrine et donc améliorer la pénétration dans l'air. Tout cela sera interdit, on a toujours le droit de glisser l'oreillette, mais pas dans une poche spéciale comme le proposait par exemple Roule 28, ni évidemment de l'entourer de manière abusive de papier, etc. Alors, j'ai du mal à comprendre le texte qui dit que le textile doit remplir une mission, uniquement sa mission de base, donc être prévu pour ça, puisque le simple fait de mettre l'oreillette, c'est pas fait pour ça, mais ça, visiblement, ça reste autorisé. Ce qui est sûr, c'est que, si c'est pas très précis, on n'a plus le droit d'abuser de ce genre d'artefact. Je vous parle régulièrement de ma petite entreprise qui vise à créer une équipe de vélo à partir de petits partenaires de TPE et PME et non pas d'un gros sponsor qui peut décider de vie ou de mort sur l'équipe. Eh bien, elle a dévoilé son maillot et en fait, c'est un projet participatif jusqu'au bout puisque ce sont les internautes qui ont pu voter pour la tunique de l'équipe. Alors malheureusement, j'ai loupé l'info en temps et en heure pour que vous puissiez participer, mais en tout cas, vous pouvez toujours aller voir l'évolution du projet soutenu par Vincent Lavenu et aussi voir le magnifique maillot. L'avantage de ces projets sans gros sponsor, c'est que la charte graphique est plutôt libre et ça donne lieu à, je trouve, un maillot du plus bel effet. Même si moi j'avais voté pour un autre, celui qui nous est proposé et qui sera sans doute adopté par l'équipe, eh bien ça marche. Et d'ailleurs, je passe un petit message à l'équipe, si jamais vous en avez, on se fera un plaisir de l'afficher derrière nous. La trouée d'Arambert est aussi au cœur des sujets cette semaine. Non seulement ASO a dévoilé la nouvelle approche de la trouée, vous savez, elle vise à réduire la vitesse puisque les coureurs arrivaient à plus de 60 à l'heure dans l'un des pires secteurs pavés du circuit lors de l'épreuve de Paris-Roubaix, faut-il le préciser. Et donc chaque année, depuis 2-3 saisons, on essaye de faire une approche différente pour ralentir les coureurs sans créer non plus de chicanes ou de danes qui créent d'autres dangers. Et donc le nouveau plan a été annoncé pour ralentir les coureurs. Est-ce que ça suffira? On ne sait pas, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien un jour faire cette épreuve, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aller voir dans la trouée d'Arambert comment ça se passe en vrai et entendre le bruit des vélos qui craquent sous les pavés, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait et que j'espère réaliser un jour. Et enfin, on parlait de sécurité et je proposais de mettre moins d'équipes, en tout cas pour les courses du calendrier national, alors que ASO, l'organisateur du Tour de France notamment, et RCS, celui du Tour d'Italie par exemple, ont demandé à inviter une 23e équipe sur leur grand tour. Vous savez qu'il y a beaucoup d'équipes qui demandent une wildcard et surtout qui méritent la wildcard, c'est-à-dire les invitations pour le Tour de France. Et il y a toujours
un petit peu un bouchon entre les équipes qui le méritent le plus sportivement sur la saison, voire sur les 2 ou 3 saisons précédentes, et aussi sur les équipes nationales qui parfois on peut avoir des saisons en demi-teinte, mais dont la survie dépend de la présence au Tour national et surtout qui sont là de manière historique et qui ont connu un passé glorieux sur les épreuves. Je ne vais pas citer d'exemple, mais en tout cas, ils ont demandé à inviter une équipe en plus. Dans tous les cas, on aura moins de coureurs que ce qui était lorsque les équipes étaient 9 au départ. Donc, on a eu jusqu'à 198 coureurs au départ d'un Tour de France. Donc là, on est à 22 équipes de 8 coureurs, donc rajouter 8 coureurs ne changera peut-être pas grand-chose aux enjeux, d'autant plus si c'est une équipe plutôt de baroudeurs qui est là pour montrer le maillot et montrer un état d'esprit offensif, plus que pour jouer la victoire d'étape sur les sprints massifs par exemple. On n'a pas eu de réponse encore de l'UCI. Petite news matos sur une note plus légère et surtout plus esthétique, Pirelli a mis une version à jour de son pneu haut de gamme, le P0 Race TLR RS. Et avec la version rétro, donc avec les flancs beige, il y a 3 couleurs différentes de flancs possibles. Celle avec les flancs beige est absolument splendide et surtout, selon le site Bicycle Rolling Resistance, a un coefficient de roulement similaire à ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire le Continental Grand Prix 5000 STR, toujours des noms à rallonge. Donc un coefficient de roulement similaire, mais un meilleur grip et une meilleure résistance aux crevaisons, en plus d'un flanc splendide, donc ça fait quand même beaucoup de bons points pour la marque italienne. Et enfin, ça va moins plaire aux puristes, vous qui roulez en patin peut-être, la Visma Lease a Bike a roulé en casque de contre-la-montre lors des épreuves en ligne. C'est autorisé du moment qu'il n'y a pas de visière et que les oreilles sont découvertes, donc ils ont pris le casque Giro Aero Red, qui était jusqu'à l'an passé le casque de contre-la-montre, ils ont enlevé la visière, mis des lunettes aérodynamiques de chez Oakley, et ça fait quelque chose d'autorisé, de peu esthétique, même si je suis, vous le savez, un fervent défenseur d'aérodynamisme. Il faut bien dire qu'en termes d'esthétisme, c'est pas génial, mais c'est autorisé peut-être, et je sais pas si c'est une tendance qu'on verra de plus en plus sur la route, et surtout je sais pas quand est-ce que l'UCI va légiférer là-dessus, parce que je sais qu'ils sont en pourparlers pour la piste pour justement interdire l'usage des casques de contre-la-montre sur les courses en peloton. Et s'ils veulent réagir, il faut le faire vite, puisque la Visma Lease a Bike s'est déjà engouffrée dans les trous du règlement qui leur permet de faire ce choix. Et en tout cas avec un certain succès, puisque Olaf Kouj a remporté une étape au Tour de Maine. Et comme les news, nous sommes toujours en hiver, donc si la météo ne vous permet pas d'aller rouler en hiver comme vous le voudriez, eh bien vous pouvez toujours aller sur les plateformes de home trainer connectées, notamment sur Zwift. À noter que la finale de la Zwift Academy a commencé, donc il y a 4 coureurs, 4 coureuses pour un contrat pro. Ils sont soumis à différents types d'épreuves. Ils ont pu rouler également avec les équipes professionnelles comme Canyon SRAM et Alpecin de Koninck. Donc une aventure qui a mené certains coureurs comme Jevine par exemple à avoir un contrat pro et surtout à gagner chez les pros, que vous pouvez suivre notamment sur la chaîne anglaise. Donc c'est pour la Zwift Academy version 2025. Mais c'est pas tout, puisque si vous voulez vous aussi aller sur Zwift, le mercredi, vous le savez maintenant, il y a le rendez-vous hebdomadaire, le GCN Ride à 19h30, et cette semaine ce sera animé par notre collègue italien Giorgio. N'oubliez pas que lors de cette sortie, si vous y participez, vous aurez le droit au magnifique maillot de GCN, dans le monde virtuel bien sûr, et également que tout le monde reste ensemble, donc c'est un moyen de faire les efforts que chacun veut à son rythme, tout en partageant une sortie collective avec nos collègues de GCN. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve à 2 la semaine prochaine. D'ici là, roulez bien. Ciao, ciao.